Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Aujourd'hui, cette présentation rentre dans le cadre du séminaire Actualité architecturale. Le thème que j'ai choisi s'intitule Le sublime de deux disciplines, architecture et ingénierie. Nous allons aborder dans cette présentation les points suivants. Résumé, introduction, concept approprié pour la sublimité, ou bien le sublime, une discipline unique, interaction des disciplines, la complémentarité, la matérialisation du concept de sublimité. Avant de continuer, j'aimerais bien que les éléments qui m'entendent, ou bien les étudiants, je vais lire doucement pour pouvoir prendre des notes clairement. Et peut-être ces notes vont vous permettre de développer ce thème dans le futur parce que c'est un thème d'actualité et d'une grande importance. Pour le résumer, ce travail présente une étude sur le sublime des deux disciplines, architecture et ingénierie. La dualité architecture et ingénierie trouve son origine dans l'éclatement de la figure de l'artiste de la Renaissance et la division du travail transformé en lutte d'influence chronique. Architectes et ingénieurs peuvent faire valoir une solution de rapprochement et de sublimité de ces deux disciplines par la forme d'activité collective qui est la complémentarité. Pour démontrer cette sublimité, le choix est porté sur la méthode historique basée sur la littérature sur le sujet pour identifier les concepts du sublime comme la promotion, le prestige et la grandeur, etc. Tout d'abord, un aperçu sur le monothéisme de l'univers et sa relation avec le monde fabriqué par l'architecture et l'ingénierie. Puis une démarche pragmatique et inventive entre l'homme de l'art et l'homme de technique est nécessaire pour la conjugaison de leurs talents sous l'interaction des deux disciplines par leur compétitivité qui est envers une posture d'originalité, de forme et de structure. Comme résultat, un intérêt particulier est orienté à la complémentarité comme activité collective de symbiose, je répète symbiose, et de sublimité de ces deux disciplines par l'échange et la compétitivité entre art et technique. Un point commun aux deux disciplines, architecture et ingénierie, a retenu notre attention. Il s'agit de leur perception particulière du processus constructif qui, dans leur réalisation respective, est l'élément projectuel dominant de la conception. L'acte constructif est d'une façon générale d'appréhender et de dominer efficacement les problèmes posés par la conception. Non pas à l'échelle du projet, mais bien à celle de la globalité de leur pratique. Le terme de construction dépasse alors son acception actuelle et courante de mode opératoire de la mise en œuvre des matériaux pour revenir à son sens premier et se confondre avec l'architecture elle-même. L'architecte maître d'œuvre a dû lutter pour maintenir la cohérence de sa fonction, mais sans cesse menacé de morcellement. La coupure ou l'éclatement le plus important est apparu officiellement avec la création des premières écoles d'ingénieurs. Ce travail s'interroge sur la sublimité des deux disciplines, architecture et ingénierie. Une méthode suivie s'appuie sur une analyse en mettant en exergue une revue littéraire des principaux concepts de cadrage de la sublimité. La sublimité des deux disciplines pour exister sur l'activité collective, la complémentarité dans le processus de l'acte constructif, dans une posture d'originalité. Cette originalité peut s'appréhender par les concepts de sublimité, promotion, prestige, grandeur et esthétique technique. On rajoute ici l'esthétique technique. Le corpus étudié suggère arriver à élucider le sublime des deux disciplines. Pour le concept approprié du sublime, le monothéisme dans la création de l'univers et la médiation dans ses dimensions telles que la promotion, le prestige, la grandeur ont donné une plateforme référentielle des dits concepts aux deux facettes, architectes et ingénieurs. Les bénéficiaires ici du monothéisme, c'est les architectes et les ingénieurs, pour caractériser les deux disciplines, architecture et ingénierie, en sublimité pour le bien de l'être humain dans ce monde. Ceci s'explique par une forte inspiration du corps humain et de la nature dans leur projet. Parce que le corps humain, qui est par une création du monothéisme,
et les architectes et les ingénieurs qui s'inspirent du corps humain et de la nature qui a été créée par un autre, qui est le Dieu. Cette coexistence entre ces deux disciplines a permis de créer un monde bâti dans un grand univers. Selon Michael Carley, il dit, et ça c'est une citation en anglais, mais je l'ai traduit en français pour que les étudiants puissent comprendre. Sans ingénieur, rien ne tiendrait. Sans architecte, nous ne le voudrions pas. Le monde dans lequel nous vivons est le monde que les ingénieurs ont fait, c'est-à-dire la participation des ingénieurs. Le monde que nous voyons est celui de l'architecte. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que de telles personnes s'entendent? Selon Joseph Samuel Dubé, il parle de l'architecture sublime. Une architecture sublime, c'est celle qui impose la justesse des proportions, la simplicité du plan, le choix sans profusion des ornements, une mesure entre les dimensions trop petites ou trop grandes. C'est-à-dire il y a un certain rapport de proportion, la sagesse de l'ordonnance, l'élégance de forme, la gravité tempérée et l'élévation du style. Selon Victor Hugo, la simplicité marque une belle âme et se vend d'un grand homme comme elle est toujours le caractère du beau et du sublime. Pour Mies van der Rohe, là où il parle de la sublimité, dans sa phrase sublime, « less is more », la coexistence du beau dans l'art et dans la technique des deux disciplines, architecture et ingénierie, réunit le sublime de l'idéal pratiqué par l'architecte et l'ingénieur. Depuis l'Antiquité, l'architecture et l'ingénierie qui ont façonné un monde de construction contenu dans une organisation urbanistique des villes pour le bien-être de l'être humain ont vu le sublime comme instrument de matérialisation de la modernité et l'originalité à travers des projets qualifiés de high-tech technologiques derrière les différents styles tels que le style moderne, le style international, etc. La philosophie du sublime, lorsqu'elle s'attache à trouver des caractéristiques physiques ou phénoménologiques dans l'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme, mis en évidence des oppositions et contradictions dans les éléments employés pour susciter un sentiment sublime prédominant dans l'œuvre conçue. Voici quelques exemples qui illustrent ce sublime. Vous pouvez les voir, c'est le showroom BMW, Porthouse Belgique et le Turning Torso Tower et la gare Saint-Exupéry et ces fabuleux ensembles architecturaux qui se trouvent dans notre univers représentent une structure en tout point exceptionnelle. Comme exemple, la maison du port, le showroom BMW, la Touring Torso, gare Saint-Exupéry sont une véritable prouesse d'ingénierie. C'est-à-dire la part de l'ingénierie ici dans le façonnement de ces œuvres architecturaux, la concrétisation d'une idée séduisante qui a abouti à un concept de structure adapté aux besoins architecturaux définis. Dans sa recherche philosophique sur l'origine des idées du sublime et du beau, Edmund Berg organise la construction de l'ouvrage selon une succession de parties, chacune dédiée à un phénomène et pour lequel il donne la mise en œuvre la plus propice à susciter. Le sublime, on a parlé du sublime chez Mies van der Rohe, chez Michael Parley, chez d'autres éléments, chez Victor Hugo. Maintenant, on parle du sublime chez Edmund Berg. Le sublime chez l'utilisateur par obscurité, puissance, grandeur de dimension, la lumière aussi, la couleur, le son, le bruit. Chez Edmund Berg, l'exemple le plus frappant de croisonnement de phénomènes dont l'opposition est la plus à même d'être sublime est celui de la lumière et de l'obscurité. C'est toujours, on essaie pour donner une certaine sublimité, on essaie de créer des éléments de contraste pour créer cette sublimité, pour rendre une chose terrible, l'obscurité semble généralement nécessaire, d'après Edmund Berg. Une discipline unique. Avant, on avait une discipline unique. Après, il y avait plusieurs disciplines. Parce qu'avant, il y avait l'architecte qui a des connaissances sur tous les éléments. C'est à la Renaissance que ce système va connaître en même temps son âge d'or. À cette époque, en effet, émerge le concept d'artiste total ou complet. Sort de touche
à touche géniale dont Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Brunelleschi sont certainement des architectes qui commencent alors à se faire jour. Ils sont inventeurs, constructeurs, ils englobent plusieurs profils de connaissances dans leur activité mentale et cognitive. Constructeurs des systèmes abstraits, des machines de guerre, ils se mêlent de politique aussi, et de chimie. L'homme est au centre du monde. C'est avec de tels personnages que la naissance de la sublimité des disciplines architecture et ingénierie trouve le jour dans le monde. Ici, quelques images qui représentent les travaux de Léonard de Vinci, Michel-Ange et Filippo Brunelleschi. Je ne vais pas les citer, mais c'est écrit, c'est l'opéra, la basilique, l'école, l'Institut de France, ainsi de suite. L'interaction des disciplines. Il y a la discipline unique, après l'interaction. L'interaction, tu as la construction est définie comme le champ ouvert des possibilités, le croisement, liant des disciplines, architecture et ingénierie structurelle, ce qui ne peut être que bénéfique au projet comme l'illustre à merveille les réalisations de l'architecte Benoît Renzo Piano, associé à l'ingénieur anglais Peter Rice. Leurs parts de travail respectives sont en ce point imbriquées, qu'il est très difficile de dire qui est responsable de quoi. Ils travaillent ensemble. On ne peut pas dire qui a fait ça et qui a fait l'autre. C'est-à-dire tout un ensemble travaille ensemble. C'est l'architecture technique portée à son plus haut niveau, le sublime. Dire architecture technique, et ça, dans le Renzo Piano et Peter Rice, on va voir sur le Beaubourg. Dire architecture technique pour ne pas employer le terme high-tech qui est impropre. Selon Oxford English Dictionary 1988, le high-tech, c'est ce qui fait référence à un style d'architecture et d'aménagement intérieur qui imite le fonctionnalisme de la technologie. L'esthétique, on parle de l'esthétique technique aussi pour le sublime, appliquée par le groupe Norman Foster, Zaha Hadid, Peter Rice, Calatrava, ainsi de suite. Il y a tout un groupe d'architectes et d'ingénieurs qui ont travaillé sur le sublime. Place ces deux disciplines en sublimité, ceci met en relief dans leur projet d'actualité selon les différents aspects de sublimité. La promotion, le prestige, la grandeur et l'esthétique technique. Les bonnes solutions apparaissent. Maintenant, on essaie de voir comment les bonnes solutions apparaissent. Si les bonnes solutions apparaissent et existent, donc on est dans un camp de sublimité qu'on peut considérer sublime et sublimité pour les œuvres architecturales. Les bonnes solutions apparaissent si les deux, et j'insiste, si les deux professions connaissent leur métier, partagent les mêmes buts et se respectent le plus important. Si l'engagement de l'ingénieur commence tôt, au début, dans les phases pragmatiques et conceptuelles de l'architecte, celui-ci n'obtiendra pas le bon résultat en demandant une structure à un ingénieur dans des conditions déjà fixes et limitées. Selon Georg Schleich, il définit cette relation entre architecte et ingénieur. L'architecte doit être ouvert à la contribution de l'ingénieur. L'ingénieur, il doit contribuer. Et l'ingénieur doit vouloir contribuer en proposant des solutions structurelles alternatives. Chacun doit vouloir comprendre les idées de l'autre et donner suffisamment d'explications de son travail pour permettre cette compréhension. C'est-à-dire pour pouvoir avoir ce travail de collaboration entre architectes, qu'on peut dire collaboration entre architecte et ingénieur, l'architecte doit travailler au début avec l'ingénieur et il doit connaître le langage de l'architecte pour pouvoir assimiler, avoir une certaine symbiose dans leur travail. Ça, c'est les œuvres qui sont le produit des interactions des disciplines. Les œuvres, dans le début, c'est la discipline unique. Il y avait un seul acteur qui fait tout, comme Léonard de Vinci, ainsi de suite. Et pour ces œuvres-là, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'architecte, il y a d'autres ingénieurs qui participent il y a d'autres ingénieurs qui participent pour la création de l'œuvre architecturale. Et on voit à travers ces images-là, cette sublimité, ces rêves, ces imaginations de la high-tech, tout un nombre d'éléments
sur la création architecturale. Un parmi des éléments les plus importants de réussir dans cette sublimité, c'est la complémentarité. Et maintenant, on va aborder du point de vue juridique, c'est-à-dire la réglementation qui a donné à qui gère l'œuvre architecturale. La loi MOP 1977 renforce une posture apparente d'une originalité à travers ce modèle de coexistence de deux disciplines qui se complètent pour mettre en relief leur sublimité. Le projet reste avant tout une œuvre. Il faut qu'il soit placé sous la responsabilité et le contrôle d'un praticien apte à interpréter les souhaits, des besoins du commanditaire pour les matérialiser dans une construction. Selon Pierluigi Nervi, une réalisation techniquement parfaite peut être inexpressive esthétiquement, mais elle n'existe pas dans le passé ou le présent. La réalisation d'architecture qui soit acceptée et reconnue comme excellente d'un point de vue esthétique sans être aussi excellente d'un point de vue technique. Il y a l'esthétique et le technique. Le technique, c'est l'ingénierie. L'esthétique, c'est l'architecture. Une bonne ingénierie semble être nécessaire, non suffisante pour une bonne architecture. L'ingénieur seul ne peut donc pas prendre en charge les multiplicités des projets, ce qui est le rôle de l'architecte, le maître d'œuvre. L'architecte reste toujours le maître d'œuvre. Ce qui réapparaît aujourd'hui, c'est que pour un bon déroulement du projet, conception, réalisation, l'ingénieur doit travailler en complémentarité avec l'architecte. Et selon l'un des plus fameux représentants de l'ingénieur moderne, Ove Arup, il dit: là où la structure est une considération majeure, l'ingénieur doit être le partenaire dans l'évolution du design. Le partenaire, un autre mot clé pour l'ingénieur. Pour le premier, c'était de contribuer. Maintenant, c'est être le partenaire parce que la structure est d'une importance globale dans le projet. Pour qu'une bonne intégration de la structure à l'architecture puisse être accomplie, c'est bien sûr son travail d'assister l'architecte dans la réalisation de sa conception. Il doit accepter son rôle comme un assistant. Monsieur? Maintenant, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Maintenant... Monsieur, s'il vous plaît, كاين اللي خصهم يدخلوا ما جاتهمش l'autorisation, ما عادوش يدخلوا la réunion. Maintenant, la matérialisation du concept de sublimité. Les créations architecturales de Santiago Calatrava, Zaha Hadid, Renzo Piano, Peter Rice, Pierluigi Nervi, etc. témoignent cette sublimité. Ils savent concilier architecture et art avec comme point commun une dynamique, une perpétuelle recherche du mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances dans tous les domaines, l'architecture et l'ingénierie. Certaines réalisations ressemblent plus à des statues géantes qu'à des bâtiments. C'est le sublime mis en évidence par des concepteurs. On découvre une forte inspiration du corps humain et de la nature dans leur projet. C'est l'analogie. Et l'analogie ici, c'est le mashhour fiha le plus reconnu dans l'utilisation de l'analogie, c'est l'architecte Calatrava. On peut dire c'est architecte-ingénieur Calatrava qui a façonné le monde avec cette analogie, avec l'étude du mouvement de l'être humain, de la nature, l'inspiration, etc. Cette sublimité des deux filières dérive des racines des éléments fondamentaux de la nature et de l'être humain qui représentent une sublimité dans ce monde. C'est la création du monde bâti. On ne parle pas d'univers, on parle de la création du monde bâti qui est façonné par l'être humain. L'univers est créé mais n'est pas créé par l'être humain. Mais le monde bâti est créé dans cet univers par l'architecture et l'ingénierie, qui conquit les qualités de l'univers, cité en haut par ses protagonistes au profit de l'être humain. Selon Mies van der Rohe, là où il donne une certaine citation sur le sublime de l'architecture et la technologie, et c'est une citation que je vais lire, mais elle est traduite parce que pour comprendre, elle est en anglais, mais je l'ai traduit en français. L'architecture dépend de son temps. C'est la cristallisation de sa structure interne et le long déroulement de sa forme. Le long
c'est-à-dire lentement. C'est la raison pour laquelle la technologie et l'architecture sont si étroitement liées. Notre espoir est qu'ils grandissent ensemble, qu'un jour sera l'expression de l'autre. Seulement alors que nous aurons une architecture digne de son nom, architecture comme un véritable symbole de notre époque. Ça, la fin de cette liaison étroite entre les deux disciplines a dû renforcer la compétitivité des architectes entre architectes et ingénieurs dans le but de produire des projets qui incarnent le concept de sublimité de la création de la nature. Ceci peut se faire par deux manières. Le travail, la première contient deux profils, architecte et ingénieur. Un architecte et un ingénieur, c'est-à-dire séparés. Dans cette situation, le bon déroulement du travail avec un autre est basé sur la vision de soi-même. Selon Richard and Loffen, on dit, si l'on souhaite bien travailler avec une autre personne, il est utile de savoir comment il se voit et son rôle par rapport à l'objectif commun. La deuxième manière contient le profil architecte et ingénieur, c'est-à-dire dans un même corps, on a architecte et ingénieur, architecte, c'est la nouvelle formation de ces acteurs-là. Au lieu d'avoir deux acteurs séparés, et lorsque c'est le Duchâteau, c'est un concept que Duchâteau a utilisé, c'est la bicéphalité de la chose, c'est-à-dire deux architectes, un architecte et un ingénieur dans la mémoire d'un seul acteur. Dans cette situation de profil bicéphale, les deux profils sont fusionnés dans un même esprit. Ce type de facette beaucoup plus met en sublime les deux disciplines. Les projets de l'ingénieur architecte Santiago Calatrava et autres témoignent cette sublimité. En guise de conclusion, la sublimité des deux disciplines est le fruit de la noblesse du métier de l'architecte et de l'ingénieur dans la société. Maintenant, on arrive à la noblesse du métier de l'architecte et de l'ingénieur. Lorsqu'on arrive à créer un monde qui répond au confort de l'être humain avec des œuvres de rêve. Par leur accès humanitaire à l'usager. Ceci peut être élucidé par l'existence de complémentarité en ces deux protagonistes. La complémentarité comme activité collective est très importante ici. La complémentarité la plus fructueuse tant qualitativement qu'humainement est celle entre des praticiens éclairés et ouverts au rapport de l'autre, dans laquelle échange et interaction vont de pair avec art et technique, toujours l'art et technique. L'expérimentation raisonnée et l'innovation sont alors possibles en ce qui concerne la structure, son matériau et leur expression symbolique. Aussi, lorsqu'on parle de structure, on parle de matériau qui est un élément, un dénominateur commun entre le travail de l'architecte et de l'ingénieur. Ce type de relation symbiotique, symbiotique, c'est تلاحم ما بين هذا العلاقه تاع المهندس المعماري والانجينيور civil est malheureusement relativement rare. Et l'exemple du studio Piano et Rice n'ont que plus de valeur. Mais la formule idéale qui s'impose avec évidence est celle de ces concepteurs. L'architecte ingénieur ou l'ingénieur architecte, peu importe l'ordre, puisque ces formulations recomposées ne sont finalement que des synonymes du terme constructeur. L'architecture n'aurait jamais dû être et ne devrait être différente de l'ingénierie. L'architecte est celui qui sait construire. Il est l'artiste, le savant et le chef des artisans. L'opposition qui peut apparaître entre architecture et ingénierie existe dans la sphère théorique pour être résolue à chaque nouveau projet. La sublimité des deux disciplines s'explique dans le but de répondre aux multiples aspirations des utilisateurs dans la société. Le bâtiment constitue, ici j'insiste, le bâtiment constitue un être technique. Et vous avez vu le projet de Beaubourg qui a été fait par Piano et Rice. Un être technique conçu par l'architecte et l'ingénieur dans une atmosphère d'activité collective, où toujours j'insiste sur l'activité collective, qui est la complémentarité entre les deux acteurs. Si le concept de prestige est en lui-même immuable, la forme de la promotion est évolutive. Chacun sait que le mode
la mode plutôt, et ce qui se démode, parce qu'on dit mode, lorsque la chose elle se démode. On dit, il y a une certaine mode qui, la première, elle se démode, la deuxième, elle devient une mode. C'est à peu près la même chose pour mettre la promotion dans un projet. La vie aujourd'hui est une vie de rêve, mais les rêves sont fonction du présent et de la vie qui est autour de l'être humain. Le miracle que doit accomplir l'architecture et l'ingénierie aujourd'hui sont de satisfaire les besoins actuels de ses clients en leur donnant l'impression qu'ils vivent dans une autre époque, c'est-à-dire plus agréable que l'ancienne époque, et de leur donner le rêve pour le futur, qui est celle du mythe. Malgré tous les changements qu'a connus l'industrie dans l'acte constructif, l'esthétique, technique, prestige, la promotion reste le principal moteur du développement du succès des deux disciplines. Maintenant, je viens sur la fin du travail. La principale motivation de l'architecte et l'ingénieur est le rêve. Le rêve, le rêve. Il arrive toujours avec de nouveaux défis. Lorsque je dis il arrive, c'est les architectes et les ingénieurs. Il arrive toujours avec de nouveaux défis et des défis innovants. Les deux protagonistes parcourent le monde parce que à travers le monde entier, l'architecte pour comprendre les choses, l'ingénieur ainsi de suite, de voir, il ne s'agit pas de voir des choses de théorie, mais de voir des choses en réalité. C'est ça, les deux protagonistes parcourent le monde pour innover leurs idées et satisfaire les usagers. Si la grandeur, le prestige, l'esthétique technique d'un bâtiment sont des éléments nécessaires pour le confort de l'être humain, c'est toutefois grâce à la sublimité des deux disciplines, architecture et ingénierie. Merci beaucoup pour votre attention. Thank you for your attention. Je vous remercie, Monsieur Chab, et barakallah. Merci beaucoup. Ce que j'ai pu faire. Allah Pour rappeler, Monsieur Chab et Mouloud est docteur en architecture et l'enseigne à l'université de Sidi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Allez-y. Merci des questions. Non, monsieur, c'était très clair. Sur des vidéos que j'ai utilisées avec mes étudiants en 4e année, en visitant le parc mall de Sétif durant son état de réalisation, parce que c'est une œuvre qui a été faite par un bureau d'études français, et aussi sur le méridien d'Oran, aussi durant sa réalisation, après sa réalisation, juste au milieu et après, pour le méridien Oran. Et avec c'est-à-dire on a accédé à ce projet avec. C'est des vidéos qui, oui, à l'histo. C'est des vidéos qui sont bénéfiques pour des étudiants de voir l'étape de réalisation du projet, peut-être que pour le Master 1 ou bien pour le Master 2 durant leur séminaire. D'accord. Donc, après, je vais les partager avec... Ok. Simplement, ils peuvent écrire simplement AVC Université de Sétif, les deux vidéos apparaissent, ils peuvent les voir, les partager, peut-être enregistrer, ils peuvent les voir tranquillement pour comprendre le processus de la réalisation des deux projets. Merci. Déjà, vous manquez. Merci. C'est 15 points. Merci. Pour un support d'un cours sur Internet. Donc, actuellement, le professeur, merci. Barakallahu fik. Merci. Parce que même ça fait, lorsque j'ai fait la visite à Oran, une année après, j'ai ramené mes étudiants aussi pour 10 jours. J'ai un rapport sur les lieux que j'ai visités. Peut-être je vous envoie le rapport que j'ai visité, les lieux qu'on a visités, le travail qu'on a fait. Peut-être c'est-à-dire, à un certain moment, lorsqu'on était un peu à notre santé, jeune comme ça, on a parcouru après notre retour. Mais maintenant, arriver à satisfaire nos étudiants sur le côté théorique et pratique. Merci beaucoup.
De mon côté, je tiens à vous remercier pour l'invitation et cette communication, comme je tiens à remercier aussi vos étudiants, and to tell them nice to meet them. Maybe someday I'll meet them at the University of Tlemcen. إن شاء الله تلاقوا في ساعة الخير ومعرفة خير إن شاء الله وربي يكون الخير إن شاء الله.